Alors, on va attaquer cette troisième table ronde. Cette troisième table ronde avec un titre et un intitulé qui on a laissé certains interrogatifs au regard des premières questions qui arrivent sur le chat, puisque vous êtes plusieurs centaines à nous suivre en direct. On salue d'ailleurs l'ensemble de ceux qui sont connectés. On ne pourra jamais faire une liste exhaustive, mais les agences de développement, l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région Hauts-de-France, beaucoup d'établissements publics territoriaux, des chambres de commerce et d'industrie, la ville de Montpellier. Bref, vous êtes la Commission européenne aussi, on a quelqu'un de la Commission européenne, on le salue. On salue tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont derrière leur écran, tous ceux qui sont ici. Je disais un intitulé qui a suscité beaucoup de réactions, Industrie des villes ou Industrie des champs. Troisième table ronde de ce voyage dans cette journée à travers les thématiques de la réindustrialisation et de leur installation, évidemment, spatiale. Nous avons commencé ce matin avec la ville productive, rêve ou réalité, avec des exemples très concrets s'appuyant sur les travaux des chercheuses que je salue encore une fois pour l'exigence qu'a été la leur, sachant que l'objectif ce matin n'était pas de retranscrire l'état des travaux sur Rennes, Bordeaux, Lille, Bruxelles, mais bien de faire résonner cela avec ce qu'étaient les préoccupations du moment dans cette pièce, avec les professionnels, les entreprises, les collectivités. Le deuxième temps fort aura été évidemment l'industrie dans les territoires, et cette histoire du dialogue avec des territoires, je le rappelle, différents les uns des autres. On a eu Orly-Seine-Bièvre avec la première, deuxième couronne, territoire que vous devez connaître tout particulièrement pour des raisons liées à votre CV, je suppose, Monsieur Gallois, mais aussi Saint-Omer, Flandre, avec là un passé industriel et un avenir surtout qui s'appuie bien sur des compétences et des engagements extraordinaires. Je salue Madame Debrienne qui était avec nous ici, et qui l'est encore, on vous remercie. Des territoires métropolitains et la dotation d'outils et l'innovation par des outils nouveaux, des SPL, des sociétés publiques locales dédiées justement au bâti et à la capacité à porter les fonciers, à avoir des politiques et des gouvernances qui donnent du schéma, de la planification. Et voilà ce qu'on va faire sur la métropole, en n'oubliant pas ce qu'est le chapelet. C'est un terme qu'on a oublié ce matin, mais je veux lui rendre hommage parce que je pense que c'est un terme qui peut rester dans les annales un petit peu de ce que vous faites, c'est-à-dire ce qu'il a appelé le chapelet productif. Et donc la formule est de Jérôme Gauze en disant oui, les grandes entreprises, elles auront à trouver du foncier s'il est un peu plus cher pour s'installer. Mais par contre, les 43% de l'emploi à l'échelle de la métropole de Bordeaux, qui sont portés par des PME, des PMI, des ETI, elles vont pas y arriver. Donc c'est pour elles qu'on fait ça. Et notre politique, elle est à leur destination. Le chapelet productif, c'était au cœur aussi de cette intervention. Et puis les acteurs de la formation, évidemment, le discours engagé, convaincu, militant, je dirais, en faveur des plus jeunes, avec Antoine Bosson. Et puis, bien évidemment, je n'oublie pas Mouina et le manifeste pour un territoire industriel et productif. Cet après-midi, avec nous, Vincent Grimaud, journaliste à Alternative économique. Mais ce n'est pas seulement parce que vous êtes journaliste à Alternative économique qu'on vous a invité, même si on aime beaucoup Alternative économique, comme tous les journaux de presse économique d'ailleurs, en particulier celui-là peut-être, mais on ne va pas trahir les sensibilités des uns et des autres, mais vous avez beaucoup travaillé sur l'industrie et les champs. L'industrie à la campagne et l'industrie. On va commencer par vous. Est-ce qu'il existe une industrie des champs ? Oui, bien sûr, c'est vrai que on n'y pense pas spontanément, mais évidemment l'industrie est extrêmement rurale aujourd'hui en France. En théorie, il n'y a rien pour l'industrie, rien ne va pour l'industrie à la campagne. Elle est éloignée des axes de communication moderne, la main-d'œuvre y est peu nombreuse et souvent peu qualifiée, les capitaux sont limités et il y a une difficulté à attirer les cadres qui sont à la recherche d'un cadre de vie de qualité, enfin, avec un haut niveau de service. Donc en théorie, il n'y a pas d'industrie à la campagne. Et pourtant, sur le papier, l'industrie est surreprésentée
représentés en dehors des métropoles. 2 tiers des emplois industriels sont situés en dehors des 14 plus grandes métropoles françaises, contre seulement la moitié des emplois généraux. Et on a un exode urbain industriel. Quand je dis exode urbain, c'est si on regarde au regard de l'histoire, l'industrie a d'abord été urbaine, et puis elle s'est progressivement disséminée à la campagne. Bien sûr, après la Seconde Guerre mondiale, mais ce mouvement s'est accéléré, même quand on a parlé de printemps républicain, printemps métropolitain, excusez-moi. Au détour des années 2000-2010, on a dit, ça y est, c'est le printemps des métropoles. Et même à ce moment-là, l'industrie a continué à se déconcentrer. La géographe Marjolaine Gros-Balthazar a très bien montré ça. Elle observe ce qu'elle appelle les territoires néo-industriels, c'est-à-dire des territoires qui sont plus industriels que la moyenne française aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas en 1975. Et 2 tiers de ces territoires néo-industriels, ils sont ruraux, alors que sur les bastions historiques, il y en avait seulement 1 tiers. Alors pourquoi l'industrie se plaît à la campagne? Évidemment, il y a du foncier bon marché. Il y a aussi la disponibilité d'une main-d'œuvre, on va dire, à bas salaire encore. Cet argument du salaire, il existe encore, même s'il existe de moins en moins. Une main-d'œuvre aussi féminine, souvent assez fidèle à son entreprise, parce que aussi propriétaire de son logement plus qu'en ville, et donc voilà, fidèle au poste. Des relations plutôt apaisées dans le monde du travail, parce que des entreprises plus petites, plus durables, qui sont peut-être moins agiles, moins flexibles, comme on les recherche aujourd'hui, mais qui sont souvent plus solides. Une bonne interconnaissance des acteurs aussi, c'est pas le cas dans tous les territoires, on pourra y revenir, mais les territoires qui fonctionnent bien et dans lesquels les gens se parlent sont des endroits où généralement ça marche bien au niveau industriel. Évidemment, la généralisation du système camion aussi, sans poids lourd routier. L'industrie à la campagne, c'était plus difficile d'avoir de l'industrie à la campagne. Avec cette généralisation du système camion, ça a été possible. Et puis, dernier aspect, on va sûrement pas, c'est un des nœuds du problème, c'est que les externalités négatives de l'industrie, le bruit, les émissions, etc., sont moins gênantes dans des territoires peu denses que dans des territoires denses. Du coup, quand on regarde tous ces grands facteurs, ça nous amène à plusieurs profils de territoires industriels ruraux. Le premier, évidemment, c'est l'agroalimentaire, qui emploie encore 430 000 personnes directement dans l'industrie, avec évidemment un effet d'entraînement pour d'autres, pour des centaines de milliers d'emplois indirects. L'agroalimentaire et plus globalement la transformation de toutes les matières premières, puisque bon, ça c'est un argument mécanique en faveur de l'industrie à la campagne. Le deuxième, c'est les activités industrielles sensibles, nucléaires notamment. La troisième raison, le troisième type d'industrie rurale, c'est vraiment une division nationale du travail, on va dire, entre dans certains secteurs comme le luxe, qui vont aller continuer d'implanter des établissements manufacturiers à la campagne. C'est vrai, par exemple, dans le Massif central ou en Vendée, vous avez beaucoup d'industries, d'usines manufacturières liées au luxe. Vous avez aussi ce que certains chercheurs appellent les entrepreneurs capricieux, c'est-à-dire des gens qui, en dépit de toute logique, s'installent à un endroit parce qu'ils ont envie d'y vivre et qui installent leur industrie à cet endroit. Et alors ça paraît toujours, quand j'en parle avec des économistes, ça va pas parce que ça rentre pas dans les grandes équations de coût du travail, coût du capital, coût des transports. Mais en fait, cet aspect purement subjectif joue énormément. Et puis, dernier grand type d'industrie à la campagne, c'est les clusters industriels ruraux. Alors, ils sont de 2 types. Le premier type, c'est des clusters sectoriels, par exemple le plastique dans la région de Tissingeau, en Haute-Loire, ou dans la région d'Oyonnax, dans l'Ain, ou des clusters qui ne sont pas spécifiquement marqués au niveau d'une filière ou d'un secteur, par exemple en Vendée, où vous avez un tissu industriel un peu diffus, vous ne comprenez pas très bien pourquoi initialement vous ne comprenez pas très bien, il n'y a pas de point fort particulier, et pourtant vous avez aux Herbiers, par exemple en Vendée, 41% d'emplois dans l'industrie. Donc là, on est sur des enjeux de gestion du capital des boîtes. Qu'est-ce qu'on fait de sa boîte quand on arrive en fin de parcours? Et là, l'enjeu, c'est on garde la décision sur le territoire et le capital sur le territoire, ce qui est très difficile. Mais ça, il y a des gens plus compétents que moi pour en parler. Alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Quand on regarde tous ces bassins, tous ces types d'industries à la campagne que je viens de décrire, il y a deux grands facteurs qui peuvent les toucher. Il y a les facteurs exogènes et endogènes. Sur les facteurs exogènes,
On a besoin de renforcer les dialogues entre territoires et accepter cette division nationale du travail, comme je l'évoquais tout à l'heure. C'est-à-dire que on a besoin de métropoles qui vont bien, avec des grands groupes puissants qui vont bien, qui vont ensuite pouvoir créer indirectement une myriade de sous-traitants. Et donc, on a besoin de champions nationaux qui, en fait, voilà, vous prenez par exemple la Mécanique Vallée, donc elle s'appelle comme ça, c'est pas une vallée du tout, mais c'est toute une zone qui court de l'Aveyron qui passe en partie par l'est du Cantal, l'ouest du Cantal, et puis qui remonte un peu comme ça, qui est très liée à la puissance d'Airbus. Si vous enlevez Airbus, c'est compliqué pour cette industrie rurale-là, qui est une industrie vraiment rurale et vraiment de petites boîtes solides, etc., mais qui a besoin d'un grand donneur d'ordre. Et donc là, on a besoin de grandes boîtes et on a besoin d'une impulsion étatique sur les grands chantiers. Évidemment, rénovation thermique, transition énergétique, peut-être hydrogène, là aussi, il y a des gens plus compétents que moi pour en parler, mais en tout cas, d'envoyer des signaux forts qui vont avoir un effet vraiment qui vont avoir un effet sur les campagnes. Deuxième effet, et je m'arrête là, c'est l'aspect endogène, c'est d'accepter les spécificités territoriales et voir que les bassins industriels, les acteurs industriels locaux ont une vraie capacité, une vraie compréhension des besoins locaux. Et ils vont être les mieux placés pour les résoudre. Alors ça peut être sur des questions purement industrielles, le financement ou les difficultés de recrutement, qui sont un très gros souci à la campagne. Hein. L'industrie rurale est vraiment freinée par les difficultés de recrutement, je pense bien davantage qu'en ville. Donc ça peut être des questions purement industrielles et ça peut être aussi des questions non industrielles qui peuvent paraître là aussi anecdotiques mais qui ne le sont pas du tout. Par exemple, l'emploi du conjoint. C'est facile de faire venir c'est de plus en plus facile de faire venir un ingénieur à la campagne. C'est très compliqué de faire venir sa femme ou son mari puisqu'en général, il est ingénieur aussi et il n'y a pas de deuxième emploi. Et ça, c'est des problématiques de développement territorial plus larges qu'il faut résoudre. Mais là, je pense que les acteurs locaux sont les meilleurs pour identifier ces problèmes-là. C'est moins des réponses nationales ou de grands groupes. C'est vraiment au cœur du local qu'il faut le faire. Et je crois que le programme Territoire d'Industrie, va dans cette logique et est positif de ce point de vue-là. Donc voilà, c'est deux types de réponses et à mon avis, il faut faire l'un et l'autre. C'est fromage et dessert et on ne peut pas choisir. Merci beaucoup à la Fabrique de l'Industrie, à l'Institut pour la Caisse des dépôts et avec le PUCA. On aime bien savoir de quoi on parle. Et merci, puisque vous avez décrit rapidement, de façon sommaire, à gros traits, mais de façon très fidèle, ce que peut être l'industrie à la campagne. Avec nous aussi cet après-midi, pour évoquer cette dichotomie territoriale entre différents types d'industrie. Encore, on va évidemment y répondre. Benoît Lepezan est chargé de projet à la direction de l'investissement de la Banque des Territoires. Et en préparant cet atelier, très vite, on en est venu à dire s'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez nous éclairer, et sûrement plein d'autres encore, mais essentiellement sur celle-ci, c'est l'évolution des politiques publiques en fonction des territoires et l'éventualité d'une adaptabilité de plus en plus forte de celle-ci, notamment par le biais de la contractualisation, pour ne pas paraphraser un récent écrit d'Hélène Pesquine avec un certain Roland Mouchet-Blazo dans le domaine justement de l'artificialisation des sols, la contractualisation avec les territoires, l'adaptabilité, tirer ce qu'il y a de meilleur et être agile en fonction de ce que sont les stratégies des uns et des autres dans un cadre national. C'est un petit peu ce quoi vous voulez évoquer avec nous et on en est très content. Bienvenue à vous, Benoît Lepezan. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, qui nous sommes. Donc moi, je travaille pour le groupe Caisse des dépôts. Un des métiers, c'est la Banque des Territoires. La ressource du groupe Caisse des dépôts, c'est notamment vos livrets A, un cinquième des retraites français. Et le groupe Caisse des dépôts a été créé en 1816 suite aux guerres napoléoniennes, justement pour éviter que l'État pioche dans les ressources, l'économie des Français pour faire la guerre. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas l'État, nous sommes aux côtés de l'État et des collectivités territoriales pour les accompagner, pour participer au développement local. Donc, comment on le fait? La Banque des Territoires est une banque. Donc, on finance le développement local sur différents aspects. Nous sommes très connus sur les logements sociaux, par exemple. Mais on s'inscrit sur un nouveau paradigme, la réindustrialisation. Et d'où nous partons?
on a pu constater 50 ans de réduction de la part du PIB de l'industrie dans l'économie du pays. Pour rappel, en 2000, on avait le PDG d'Alcatel prônait le fabless, donc l'industrie sans usine, considérant l'avènement du service. Mais depuis un certain temps, alors on l'a eu en 2012 avec un ministère qui avait un nom évocateur, hein, le ministère du redressement productif, qui a engagé une dynamique, notamment avec l'apparition de politiques publiques filières, avec la Nouvelle France industrielle, donc une politique par filière industrielle. Et donc il y a eu toute cette politique qui a été engagée, et puis le gouvernement, l'État s'est rendu compte qu'avec les collectivités, bien sûr, que cette politique filière aussi devait être complétée par une politique plus locale, plus bottom-up, plus territoriale. Et vous avez parlé du programme Territoire Industrie, je viens sur ce programme, où l'ambition de l'État et des collectivités locales, c'est de faire remonter des projets des territoires. Comme vous l'avez dit, 2/3 des emplois industriels sont localisés hors métropole. Et ce qu'on a constaté sur ce programme territorial qui regroupe 146 territoires, 500 EPCI, à peu près 15 000 communes, on a eu à peu près 1500, 1600, 1800 fiches projets de toute nature de ces territoires, de ces 146 territoires d'industrie. Et on constate que c'est très complémentaire avec les politiques plus nationales, plus étatiques de développement de filières. Et généralement, alors je pense que vous avez parlé un peu ce matin, mais sur les politiques, par exemple, de Gigafactory sur les batteries, on voit des croisements justement en termes de politique publique locale et de politique plus nationale, voire européenne. Et c'est assez intéressant de voir ce développement. On a la chance d'être donc à l'interaction des deux, hein, les politiques nationales et les politiques locales, et on voit vraiment vraiment une montée en puissance de la prise en compte de ces thématiques industrielles à tous les niveaux d'échelle de périmètre administratif. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ces politiques, c'est que sur les 146 territoires industriels, on a quasiment aucune métropole, à part les métropoles de l'Axe Seine, mais on a généralement des périmètres qui ne répondent pas à des périmètres administratifs. Donc on a des périmètres qui regroupent plusieurs intercommunalités, ou même on a des périmètres qui rassemblent, par exemple, un périmètre sur 3 régions différentes. Et néanmoins, malgré les a priori qu'on pourrait avoir, on a des beaux projets et des projets qui se mettent en place sur les territoires. On reviendra à vous tout à l'heure, évidemment, Benoît Lepezan, au moment du deuxième tour de temps de parole, notamment sur l'adaptabilité de ces politiques et la marche vers la contractualisation, si vous le voulez bien. Je me tourne maintenant vers Vincent Ossiou. Vous êtes le directeur du département économie de France Stratégie. On a eu un échange passionnant dans la préparation de cette table ronde. Très vite, l'idée, et je le dis ici, vous avez dit, on ne parle pas de ça et de ça, parce que ça va être évoqué, vous aviez raison. Donc on ne va pas parler de foncier. Par contre, on va parler de coordination des politiques nationales. Comment cette coordination elle existe à travers cette diversité de territoires. Comment le besoin de stratégie nationale se fait d'autant plus fort que les territoires ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés. Besoin de coordination aussi pour ce qui est de la formation, où là, on a besoin, on en a parlé ce matin, mais à un moment de savoir, j'ai coutume de dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas, par exemple, dans une autre politique publique, qui est celle du logement, il faut savoir que la dernière étude en France, sur le nombre de logements, vous savez, on dit souvent 500 000 logements. En fait, l'étude, elle date de 2001. Mais depuis, personne ne réinterroge sur 500 000. Enfin, peut-être ça a évolué. Et surtout, on n'a jamais répondu à la question 500 000, mais où ?
Il y en a peut-être besoin de 400 000 dans les métropoles, moins ailleurs. Enfin bon, bref. Sur la question de la formation, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans le domaine industriel, il y a des besoins là, et on n'a pas la big picture. On a besoin de où et quand, comment, dans quel délai, comment on se coordine pour y parvenir en fonction notamment des territoires. Et puis il y a un troisième domaine aussi sur lequel on souhaite vous entendre, sur la question fiscale, qui je crois est importante et va commencer à se poser avec de plus en plus d'acuité, notamment avec tout le débat sur la CVAE. Ça fait beaucoup, hein, mais je connais votre esprit de synthèse. Oui, alors rapidement, en quelques minutes, déjà pour dire, à France Stratégie, nous avons notamment publié un rapport qui s'appelle Soutenabilité, qui met véritablement en évidence toute la complexité et l'enjeu absolument essentiel d'arriver à mieux coordonner les politiques publiques aux différents niveaux, donc au niveau central, mais aussi au niveau territorial. On sait en France que on était un État très centralisateur jusqu'au début des années 80, et qu'ensuite la décentralisation. Mais en revanche, nous n'avons pas suffisamment développé les stratégies et les outils de coordination entre l'État central et les collectivités territoriales, et également, bien entendu, aussi entre les différentes politiques publiques menées à chacun des niveaux. Et donc là-dessus, c'est un enjeu absolument essentiel. Et clairement, les collectivités territoriales ont un rôle absolument déterminant sur la question de mieux localiser les sites de production du secteur industriel en France, sur notre territoire. On sait quand même que la France est un des pays qui s'est le plus désindustrialisé depuis le début des années 2000 jusqu'à la moitié des années 2010, en raison notamment du niveau de sa fiscalité et en particulier des impôts de production. On est à 3,5 points de PIB au-dessus de l'Allemagne en termes d'imposition des impôts de production. On sait en plus que ces impôts de production sont particulièrement centralisés sur le secteur industriel, et on a fait des travaux là-dessus qui ont montré que comment on explique que les multinationales françaises sont les multinationales qui ont le plus délocalisé leurs sites de production hors du territoire. C'est justement en lien avec notre fiscalité, puisque les écarts de fiscalité se sont creusés très fortement avec les autres pays entre le début des années 2000 et le milieu des années 2010, en particulier notamment sur l'impôt sur les sociétés, et également sur les impôts de production. De ce point de vue-là, un des enjeux complexes, c'est bien évidemment, alors il y a une baisse des impôts de production qui commence à être amorcée, mais un des enjeux complexes, bien évidemment, c'est que c'est une des sources de revenus des collectivités territoriales, et que donc de cette manière-là, il y a un risque que plus de communes soient moins incitées à chercher à accueillir des sites de production. Et peut-être que là, une piste, c'est éventuellement de se rapprocher de la manière dont en Allemagne, ils gèrent ce défi, et notamment, ils attribuent une partie des recettes de l'impôt sur les sociétés aux collectivités territoriales en fonction des sites de production qu'elles accueillent. Et clairement, les enjeux, on le sait, un des enjeux, et probablement l'enjeu principal dans le pays, c'est la question des compétences. On a nos performances qui se dégradent quand on se compare aux autres pays. Et par ailleurs, compte tenu des mutations profondes pour la transition écologique de notre système productif et de notre système de consommation, l'enjeu de former et d'aider les personnes à se former au cours de la vie, et à la fois aussi d'améliorer notre système éducatif en termes de formation initiale, sont des enjeux essentiels. Et là-dessus, les collectivités territoriales ont également un rôle absolument déterminant. Il serait notamment important de beaucoup mieux concerter au niveau local, au niveau du bassin d'emploi, les entreprises, les partenaires sociaux, les différentes institutions en charge de la formation, Pôle emploi et d'autres, pour mieux adapter les formations aux besoins spécifiques à chacun des bassins d'emploi. Et d'ailleurs, cette question de mieux concerter
les acteurs au niveau local est absolument déterminant. On sait que c'est un des facteurs aussi qui joue plus négativement en France, notamment quand on se compare à l'Allemagne ou à l'Italie, où, comme Vincent Grimaud l'a dit, dans certains territoires en France, on sait qu'un des éléments déterminants, c'est la coopération et le réseau entre entreprises, mais ça n'est pas aussi développé que dans d'autres pays, que ceux qu'on connaît notamment en Italie ou en Allemagne. Et là-dessus, il y a vraiment un enjeu essentiel de créer, alors pas se limiter juste au pôle de compétitivité, mais d'arriver à créer des communautés au niveau des territoires qui rassemblent à la fois donc, les instituts de formation, à la fois les centres de R&D, innovation, les entreprises, également, bien évidemment, les différents partenaires, et notamment du côté public, certains qui peuvent aider à la mobilité des travailleurs et autres, et bien entendu aussi à leur anticipation des formations dont ils ont besoin. Et un des aspects essentiels aussi, c'est en complément de ce qui est fait au niveau national, il est nécessaire aussi de renforcer les fonds d'investissement dans les entreprises, avec aussi là peut-être une piste possible. On peut s'inspirer d'un système qui existe en Israël, où il y a un système de garantie pour certains fonds d'investissement qui investissent dans le capital risque et dans les entreprises innovantes. Et de ce point de vue-là, ça peut être un levier plus efficace que de développer le montant des aides, puisqu'on sait que le montant des aides, on a une limite du point de vue des finances publiques. En revanche, un système de garantie peut être plus performant de ce point de vue-là. Et donc, sur la formation, il peut y avoir aussi justement un système de prêt contingent où des personnes qui sont en cours de carrière, qui ont besoin de se réorienter, ou envie de se réorienter. On sait qu'on a des besoins au niveau national, au niveau local, notamment pour le développement des nouveaux métiers, face à la transition écologique par exemple, mais aussi dans d'autres domaines. Et clairement, là, un système de prêt contingent, donc qui ne sont remboursés que si les personnes ont ensuite un job suffisamment bien payé, peut être un dispositif intéressant de ce point de vue-là. Et clairement, ces leviers au niveau des territoires, il faut une bonne coordination, bien entendu, entre les régions, les communautés de communes, les départements et les communes elles-mêmes, quoi. Et là, c'est bien entendu un peu complexe, mais on peut arriver à progresser de ce point de vue-là. Merci Vincent Osio. On y reviendra avec Vincent Grimaud, parce que peut-être que moins que territoire ruraux, territoire urbain, industrie des villes, industrie des champs, plutôt la notion de coordination des politiques. On y reviendra notamment avec vous, Vincent, et sur ce que les villes doivent faire en conséquence de ce que vous aviez décrit. Hélène Pesquine, secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture. Nous avons compagnonné avec beaucoup de ceux qui sont ici, beaucoup de ceux qui sont derrière leurs écrans, puisque je reconnais les sigles et organisations des uns et des autres dans les intitulés des adresses mail de connexion. 12 mois, des rendez-vous à travers la France, où on ne s'est pas arrêté à l'industrie 4.0, en même temps on ne l'a pas ignoré. On est allé voir ce qu'était l'activité productive dans le domaine du luxe à Paris. On est allé regarder ce qu'était l'impact de la logistique en périurbain dans des études hyper fines. Bref, des études et une analyse passionnante. Un travail lancé depuis 2019 pour savoir de quoi on parle, vers quoi on va et comment et avec quelles lunettes on regarde chacune des situations. Comment, déjà, au travers de cette journée, vous voyez cette diversité de politiques d'installation, d'appréhension de l'espace pour nos industries, et avec cette dichotomie et ce titre que vous avez vous-même éditorialisé, on va dire.
Alors effectivement, cette journée d'études, elle vient ponctuer un programme qui a démarré il y a presque 3 ans maintenant et qui était vraiment parti presque comme un point d'interrogation. C'est-à-dire au départ, on a une interrogation des aménageurs urbains, puisque nous on parle beaucoup au monde de l'urbain, donc plutôt des villes constituées, on va dire, et peut-être un peu moins de leur périphérie industrielle ou rurale. Qui s'interrogeaient sur la manière de programmer des emplois dans une opération urbaine. C'est-à-dire on leur demandait de créer des opérations d'aménagement, notamment pour développer un programme de logement social et un programme d'activité dont progressivement ils se demandaient un peu comment ils allaient le caractériser. Voilà. Qu'est-ce que c'était que l'activité dans la ville, au-delà d'un certain nombre de mètres carrés de bureaux, qui était un peu la base, il y a encore 5 ans, peut-être un peu moins aujourd'hui, de la création d'emplois, si on peut dire, en tout cas dans un programme de développement urbain. Et donc, a commencé à se poser cette question de finalement l'activité dans la ville, c'est quoi ? Et on a tiré ce fil avec Bertrand Vallée, notamment, qui a lancé le programme autour de cette notion de ville productive qui a à la fois porté sur l'enjeu urbain de construction, ou immobilier de construction de mètres carrés dédiés à de l'activité, mais aussi sur l'enjeu social, un peu pendant du logement social, de travailler sur la localisation et la réalité des emplois populaires, on les a appelés comme ça dans les recherches qui ont été lancées, dans la ville. Et donc il y avait aussi cette logique qu'on retrouve chez l'opérateur CityDev de Bruxelles qui a été mentionné ce matin, d'avoir aussi une politique publique de maintien de la diversité et de la mixité des emplois dans l'espace urbain. Quand on dit la ville, on parle d'une ville évidemment élargie, étalée, dans son territoire, etc. Et donc, on a tiré progressivement ce fil de la ville productive sans vraiment savoir au départ de quoi on parlait. Et en interrogeant un certain nombre de nos partenaires, en découvrant de nouveau, et notamment la Fabrique de l'Industrie, avec qui le compagnonnage a été vraiment très fructueux, on a commencé à rentrer dans un monde que finalement, du côté du PUCA, on connaissait peu, qui était celui du monde de la production industrielle, avec ses chaînes de valeur, décrites notamment par Pierre Vels ou par d'autres, dans une économie mondialisée, dont un certain nombre de dimensions était très peu territorialisée. Finalement, on a fait se rencontrer un peu ces deux expertises, celle du milieu de la production avec, encore une fois, ces chaînes d'approvisionnement, sa capacité, ses process manufacturiers, ses emplois, ses nuisances, etc. Et puis le monde du développement urbain, j'allais dire presque bisounours, tel que nous on le connaissait, où finalement on voyait que les côtés assez positifs du développement, des nouveaux emplois, des pistes cyclables, des logements, etc., sont vraiment se poser la question un peu de l'arrière-ville qui était derrière tout ça. C'est vraiment ce qui a fondé un peu ce programme de recherche. Donc vous avez commencé à voir les extraits des résultats ce matin, et qui se traduit, et je voulais insister là-dessus, c'est ce que nous on appelle l'effet programme, par des travaux qui ont des vocations assez différentes et des thèmes d'entrée assez différents, mais qui finalement, mis bout à bout et produits de manière concomitante, donnent à voir finalement peut-être une définition de ce qui peut être cette ville productive, qui était un concept encore une fois très flou au départ. Et ce faisant, j'aime bien aussi utiliser cette expression de feu Bruno Latour, on a fait un peu atterrir cette idée que la relocalisation industrielle, dont on parle beaucoup maintenant depuis le Covid, devait prendre une forme concrète, qu'elle devait s'adapter finalement à des situations territoriales et que ça ne pouvait pas se regarder que du côté du territoire ou que du côté d'une stratégie de type France 2030, qu'il fallait arriver à marier un peu les deux. Alors ça, c'est une idée qui, depuis, a fait largement son chemin. Je pense que le programme, d'ailleurs, Territoire d'Industrie était déjà dans cette philosophie. Je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il donne je trouve une posture assez nouvelle que l'État n'a pas toujours dans la plupart de ses politiques publiques, de compagnonnage, vraiment de facilitation de projets territoriaux par des outils nationaux, ce qu'on fait aussi un peu à travers des programmes comme Action Cœur de Ville, en reconnaissant la diversité des territoires. Et ça sera peut-être mon premier point. On l'a très bien vu ce matin, si je résume un peu ce qui a été dit. Les territoires ont des spécificités. Quand je dis territoire, c'est un terme un peu valise, on ne sait pas très bien ce qu'il recouvre, mais en gros, les territoires dans lesquels on s'inscrit, qui sont en général des établissements publics de coopération intercommunale, des agglomérations, ont des caractéristiques très différentes, y compris du point de vue de leur activité économique et industrielle. Et ces trajectoires industrielles, ça a été dit ce matin, par exemple, la différence entre l'Ouest français, qui a un tissu industriel plutôt petit et très dynamique, et qui a une histoire industrielle et une trajectoire
très différente de celle des Hauts-de-France, dont on parlait aussi ce matin autour de Saint-Omer et Dunkerque. On voit bien que quand on atterrit dans ces territoires-là, on ne peut pas avoir le même projet industriel ou économique dans un secteur ou dans l'autre. Ce n'est pas non plus les mêmes savoir-faire, ce n'est pas non plus les mêmes réseaux, ça vient d'être dit, d'entreprises installées sur le terrain, ce n'est pas les mêmes instituts de formation, ce n'est pas la même finalement culture de l'activité économique dans laquelle on s'inscrit. Et ce qui ne veut pas dire que l'un ou l'autre ne peut pas accueillir des objets issus d'une stratégie nationale ou européenne pour localisation industrielle, mais en tout cas, ça ne se fera pas de la même manière. Et je pense que ça a été très, très largement exprimé et illustré ce matin. Et ça se ressent d'autant plus qu'on entre tous dans une logique de transformation économique et industrielle liée à la transition environnementale. Ça a été aussi beaucoup dit. Et là, alors j'emprunte cette expression à Nadine Levrato, qui l'a exprimée il n'y a pas longtemps dans un séminaire où j'étais avec Louis Gallois également. Elle dit il faut à la fois faire la transition de l'industrie et l'industrie de la transition. Et donc on rentre dans une logique. Je trouve cette phrase très, très, très pertinente parce qu'on rentre dans une logique à la fois d'adapter l'industrie à une économie mondiale qui a elle-même beaucoup évolué, mais aussi à construire une nouvelle industrie qui s'appuie sur ses ressources d'une manière voilà, qui est celle de préconiser aujourd'hui enfin, bas carbone notamment, mais donc mieux inscrite dans son territoire aussi au sens de où je m'installe, quelles sont les ressources humaines, on en a parlé ce matin, quelles sont les ressources en dessert, on l'a dit, en transport, en infrastructure, quelles sont les ressources en matières premières, y compris en capacité, on l'a dit, de faire de l'économie circulaire et donc d'inscrire dans le territoire une dynamique économique au-delà de la pure production de la matière ou du produit que je souhaite commercialiser. Donc premier point, ces différences territoriales, il faut les reconnaître. Et ça ne veut pas dire qu'on ne traite pas de la même manière tous les territoires français, parce que c'est la maladie de la France de vouloir une égalité républicaine stricte. Ça veut dire qu'on les traite de manière adaptée à leur trajectoire et à leurs caractéristiques. Deuxième point que je voulais mettre en avant, c'est ce qui a été aussi dit beaucoup ce matin, c'est cette notion d'interdépendance territoriale. Parce qu'évidemment, on ne va pas vers l'autarcie ou l'autosuffisance. Là encore, les circuits d'approvisionnement, on l'a bien vu pendant les crises du Covid et plus récemment avec la guerre en Ukraine, les chaînes d'approvisionnement sont mondialisées et donc de toute façon, on aura beau avoir inscrit ce projet industriel dans un territoire donné, encore une fois avec une capacité à s'adapter à ses caractéristiques, il restera inscrit dans un système commercial et économique qui, lui, a une dimension mondiale, qui a aussi régionale. Je pense que c'est très important de le redire, notamment sur les questions de formation. L'établissement d'enseignement supérieur, alors peut-être pas tous, mais en tout cas la plupart dépendent des compétences de la région. Et il y a aussi cette question de l'écosystème économique régional. Et puis, évidemment, dans des logiques de facilitation d'un certain nombre de filières au niveau national ou européen, selon qu'on prend France 2030 ou le Green Deal, mais enfin, en tout cas, on sera sur des filières qui sont un peu les mêmes, avec des options de développement qui sont plus facilitées que d'autres, notamment, on peut parler de l'hydrogène ou des batteries, dont on a parlé ce matin. Et donc, il faut arriver à marier cette interdépendance évidente des objets industriels avec un monde très vaste et la caractéristique qui fait la pertinence d'un territoire à recevoir cette implantation. Et puis, dernier point peut-être, qui me tient à cœur et qui était dans le papier dont vous parliez gentiment tout à l'heure, qui avait publié la revue Urbanisme, c'est la notion de planification. Puisque on a, du fait de ces deux premiers points, on a différentes échelles de planification de ces implantations économiques et d'anticipation nécessaire. On l'a beaucoup vu ce matin, on a un peu parlé des concurrences foncières, mais il y a aussi des concurrences de filières et des transformations nécessaires de ces filières. Donc il y a à la fois la planification nationale stratégique sur les différentes filières d'intérêt stratégique pour l'avenir, notamment la relocalisation des filières essentielles, santé, on l'a dit, agroalimentaire ou mobilité. Il y a la question de la planification spatiale, on l'a encore assez peu évoqué, mais évidemment qu'il faut arriver à jumeler, à coordonner le zéro artificialisation nette et la relocalisation industrielle. Alors ça semble une injonction contradictoire a priori, mais ça veut dire à nous de donner aussi des représentations possibles d'alternatives de développement économique qui supportent de rester sobres en foncier.
Et puis, il y a une capacité à planifier les formes urbaines et architecturales, ça a été dit aussi ce matin, qui permettront de lier un peu ces injonctions qui paraissent contradictoires. Peut-être pour donner une petite actualité sur le programme Ville Productive, au-delà des 9 recherches donc, qui ont été présentées rapidement ce matin et qui sont en cours de finalisation pour un certain nombre d'entre elles, qui vont faire l'objet de restitution sous forme de cahiers courts, on a entrepris de faire rédiger, plus exactement, des récits d'aventures industrielles. Au départ, parce qu'on nous avait sollicité sur l'une ou l'autre, et notamment sur deux. Une qui est l'aventure de Cycleterre à Sevran, en banlieue parisienne, de transformation d'une ressource locale, la terre excavée du Grand Paris Express, en briques de construction, de matériaux de construction. Ce projet est opérationnel aujourd'hui et commence à trouver sa zone de chalandise. Et donc on va rédiger un petit mémo, un récit de cette aventure, y compris du jeu d'acteurs qu'il y a derrière, notamment un promoteur qui a fait le pari Quartus de ce projet industriel. Et le second récit sur lequel on travaille est celui du rachat de la papeterie Chapelle d'Arblay dans la métropole de Rouen, dont peut-être vous avez entendu parler également, et qui a un peu comment dire, renouvelé le jeu d'acteurs local autour du développement économique, avec une métropole qui s'est elle-même investie dans le projet industriel de reprise de cette ancienne papeterie qui était en déshérence, dans l'objectif de la maintenir dans son statut industriel, mais avec si on peut dire, un éco-conditionnement de cette activité autour de la transformation, en tout cas comment dire, la qualification de son process dans quelque chose de plus écologique, notamment puisque les papeteries industrielles sont des industries qui consomment beaucoup d'énergie et beaucoup d'eau, une logique de recyclage sur place, etc. Et donc a réussi à revendre ce foncier qu'elle avait acquis à un repreneur qui a pour responsabilité de mettre en œuvre ces objectifs de transformation écologique. Merci beaucoup Hélène Pesquine. Louis Gallois, je me tourne désormais vers vous en tant que coprésident de la Fabrique de l'Industrie, avec peut-être pour vous introduire une petite anecdote, puisqu'on parlait de territoire rural. J'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle récemment, depuis 2-3 ans, de travailler sur l'aéroport d'Albert. Et le sénateur, Monsieur Demy, qui était député à l'époque, m'a raconté cette anecdote où il y a un site d'Airbus, puis se poser la question des nez de beluga, est-ce qu'on pouvait rester là-bas ou pas? Voilà, la pointe avant. Et donc, pour rester, il fallait un aéroport. Et on a une collectivité qui, en moins de 3 ans, s'est mobilisée, s'est alignée, région, État, collectivité, ils ont fait un aéroport. Aujourd'hui, il y avait une piste, ils l'ont allongée. Malheureusement, il manque 200 mètres, mais ça, c'est une autre anecdote, pour réussir à faire du long Mais bon, ça, on verra avec le moratoire, etc. Mais voilà, c'est une petite anecdote pour rappeler comment, sur un territoire rural, finalement, il y a eu un dialogue direct. L'aéroport est sorti, il a été aménagé, réaménagé au bout de 3 ans, je crois, 3 ans et demi. C'est assez extraordinaire. Est-ce qu'on pourrait faire ça aujourd'hui ? Peut-être l'interrogation que j'ai. Mais Louis Gallois, c'est un plaisir. Surtout qu'ils ont découvert des restes de soldats allemands dans la partie qu'ils ont réaménagée. Donc il a fallu que l'office des cimetières allemands vienne pour prendre soin de ces restes. Que vous inspire tout ce qui a été dit, Louis Gallois? Moi, j'ai été très intéressé, évidemment, par ce qui a été dit par les différents intervenants. On sent depuis 2015 à peu près un frémissement de réindustrialisation. Je ne veux pas être trop optimiste, je dis un frémissement de réindustrialisation. Je crains d'ailleurs que ce frémissement se heurte dans les mois qui viennent au drame de l'augmentation du coût de l'énergie. Je suis très préoccupé de voir que le bouclier tarifaire qui a été mis en place par l'État pour les PME, uniquement pour les PME, se situe très au-dessus du bouclier tarifaire que les Allemands viennent de mettre en place. Je pense qu'il faut que nous soyons extrêmement vigilants sur ce point. Il se trouve que je suis une coopérative laitière
augmentation du coût de la facture énergétique sur l'année pour cette coopérative laitière, 100 millions, sans aucune capacité à le répercuter sur les coûts de vente, les prix de vente, parce qu'on a en face de soi la grande distribution qui est évidemment, elle, la défenseuse du pouvoir d'achat des Français. Moi, je crois qu'on est là au cœur d'une affaire extrêmement compliquée, mais ce n'est pas notre objet. Alors, je vais reprendre des choses qui ont été dites, notamment par M. Grimaud. Frémissement de réindustrialisation, mais pas partout en France. La diagonale bien connue du vide qui part des Ardennes, des Vosges et qui descend jusqu'au bassin de Limoges, Massif central, etc., elle ne bénéficie pas vraiment de cette réindustrialisation. Alors la question se pose de savoir qu'est-ce qui détermine le fait que cette réindustrialisation se passe ou ne se passe pas. Il faudra d'ailleurs s'interroger sur le fait de savoir si elle se passe mieux dans les territoires de vieille industrie ou au contraire dans des territoires qui n'avaient pas de tradition industrielle forte. Et quand je pose la question, j'ai la réponse. C'est dans la deuxième partie que la réindustrialisation se produit. Ce n'est pas dans les territoires qui, au XIXe siècle, étaient déjà industrialisés. C'est évidemment très, très caricatural ce que je dis. Vous pourriez trouver des exceptions, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui mérite interrogation. Alors, on a fait une étude à la fabrique de l'industrie sur ce phénomène. Et on s'est appuyé sur une étude économétrique qui permet, en regardant les éléments objectifs, mesurables, quantifiables, c'est-à-dire l'existence de voies de communication, bonne couverture très haut débit, accès à l'énergie, accès surtout aux compétences professionnelles, existence d'un foncier disponible, existence de logements pour les cadres, existence de services publics que les populations sont en droit de demander et qui attirent ou n'attirent pas, selon leurs caractéristiques, les gens. Et tous ces éléments expliquent à peu près 50%. Alors, qu'est-ce que 50% du dynamisme territorial, enfin de cette réindustrialisation. Les 50 autres %, c'est quoi? Et c'est une vraie question, parce que ça, on sort du mesurable, on sort du quantifiable. Et je pense que c'est sur ces 50 % qu'il faut qu'on travaille. Alors, il peut y avoir la capacité à élaborer un projet commun. Nous allons aller à la fin du mois à Alès pour essayer de voir si c'est comme ça que ça se passe. Il y a la solidarité et la coopération du territoire. Ça, c'est essentiel. Essentiel. Quand vous allez dans le bassin des herbiers, vous savez ce que c'est que la solidarité et la coopération entre les industriels. Quand il y a eu la crise de 2008, ils se sont coalisés pour protéger l'emploi sur le site. Je pense que c'est... Alors, on peut dire que c'est le résultat de la guerre de Vendée, tradition du territoire. C'est pas faux, d'ailleurs. Et moi, ce qui me frappe, c'est que parfois, cette solidarité se traduit par des choses qui n'ont rien à voir avec l'industrie. Le Puy du Fou, le Vendée Globe. Voir ce que c'est que le Puy du Fou. Moi, je ne suis pas un adepte de Monsieur de Villiers. Hein. Mais c'est un phénomène massif. Massif. Et le Vendée Globe, je ne vous en parle pas. C'est l'image que ça a donné de la Vendée.
Et je pense que ces éléments ne sont pas nuls. Ils montrent bien ce qui se passe sur un territoire, qui se prend en main. Et puis parfois aussi, il y a eu des hommes et des femmes qui ont joué un rôle tout à fait essentiel. On parlait de Figeac, de Casseville-Figeac, Martin Balvy et Maillard, un industriel, Figeac Aéro, et un maire, Martin Balvy. On parle de Vitré, Meignery. On a là des personnes qui ont incarné à un moment le dynamisme local. Je ne dis pas qu'ils l'ont créé, mais ils l'ont incarné. Et ils ont été capables d'en tirer un dynamisme économique exceptionnel. Parce que quand vous allez à Figeac, entre Figeac et de Casseville, vous n'avez pas d'autoroute. Vous avez Airbus à 150 km. Ce n'est pas à côté d'Airbus. Hein. À 150 km, vous avez Airbus. Et ce n'est pas rien. Mais enfin, il n'y a pas d'autoroute. Vous êtes paumé dans le Lot, dans des coins qui sont très isolés. Ils ont d'ailleurs des problèmes de compétences sur le site. Ils ont des difficultés de compétences. Mais il faut voir aussi parallèlement le dynamisme du territoire. La capacité à se prendre en main. Je pense que ces éléments sont essentiels. Si cette énergie du territoire n'existe pas, si ces 50% que j'évoquais de manière caricaturale n'existent pas, ce n'est pas la peine d'y mettre de l'argent public. Ça ne marchera pas. On arrose le sable. Et vous avez des territoires que je ne citerai pas parce que ce serait plus désagréable, qui se mettent dans une attitude assez victimaire en disant « nous avons été une grande région industrielle, ça s'est effondré, l'État doit nous aider à sortir de là », mais qui ne se prennent pas en main. Bien, je pense que dans ces territoires, s'ils ne se prennent pas en main, ça ne fonctionnera pas. Alors, territoire d'industrie, moi je connais, j'ai pas vu de bilan de territoire d'industrie. Donc je ne peux pas en parler en connaissance de cause. Mais l'idée qui était d'abord d'avoir une approche territoriale de l'industrie me paraissait bonne. L'idée de s'appuyer sur des projets qui émanent du territoire est bonne, dès lors que ces projets sont véritablement des projets. Dès lors qu'ils sont portés par le territoire et que le territoire s'y engage dessus. Et que les hommes et les femmes, c'est-à-dire les entreprises, bien sûr, les structures de formation essentielles, les administrations publiques, se considérant non comme des réglementateurs ou des contrôleurs, mais comme des acteurs du territoire. Heureusement, il y a de plus en plus de fonctionnaires qui se considèrent comme des acteurs du territoire. Je le vois dans un autre domaine qui est celui des territoires zéro chômeur. Donc il faut que tous ces acteurs, et évidemment les collectivités territoriales, se mettent ensemble sur ces projets. Et j'espère que lorsque l'État s'engage à soutenir un territoire, il vérifie bien que cette mobilisation du territoire est réelle. Ça me paraît tout à fait essentiel. Et je pense que c'est... Moi, je suis un jacobin, donc je ne suis pas contre l'action de l'État. Je pense que l'État doit intervenir lorsqu'il s'agit... Je prends l'exemple d'Alès. Alès, c'est un cul-de-sac. Il y a sur 15 km une route à 4 voies. Et puis le reste, c'est une route à 2 voies. On devrait faire une route à 4 voies jusqu'à Alès si on veut vraiment lui donner sa chance à ce territoire. Sinon, il va rester très enclavé. Il a des atouts, notamment un que je n'avais pas soupçonné, c'est son climat. Et la beauté de sa région. Pas rien. Ça a été évoqué par quelqu'un ici. Je crois que c'était extrêmement fort. Mais je pense que
C'est essentiel. Donc, l'État doit assurer des services publics. L'État et les collectivités territoriales, les services publics. Sans services publics, moi j'ai rencontré un maire qui m'a dit « Comment voulez-vous que j'attire des industriels? J'ai plus de postes, plus de bureaux de la SNCF, mais à culpa, plus de perception. Il n'y a plus de fonctionnaires chez moi. Les services de l'État ne sont plus représentés. J'ai un DBR. Ça ne suffit pas pour représenter l'État. Et je crois que cela nous conduit à l'idée d'un nouvel aménagement du territoire. Si on veut appuyer ces énergies, il va falloir concevoir un nouvel aménagement du territoire. La Caisse des dépôts, dans sa banque des territoires, peut être d'ailleurs le fer de lance de cet aménagement du territoire, puisqu'elle en a les moyens et que c'est sa vocation. Mais je crois que c'est vraiment tout à fait capital. Donc, la base, c'est l'énergie du territoire et l'action publique qui est indispensable. Cette action publique, elle doit s'incarner dans une nouvelle forme d'aménagement du territoire. Merci. Merci à vous, Louis Gallois. Je vais proposer, pour clore cette table ronde, peut-être un mot de réaction pour chacune et chacun. Nous sommes malheureusement contraints par le timing, puisque nous aurons ensuite les présentations de thèses, des ateliers, et puis la conclusion de la journée. On va peut-être revenir à vous. On a à peu près 7-8 minutes maximum pour finir, malheureusement. Avec vous, évidemment, Vincent Grimaud, notamment puisque vous avez décrit l'industrie dans la ville, l'industrie dans la campagne, et puis dans nos échanges, on me disait mais comment la ville se positionne par rapport à ça, et comment l'industrie finalement trouve les complémentarités nécessaires à travers des politiques que Hélène Pesquine a peut-être rapidement esquissées ou évoquées. On parle beaucoup des politiques de réciprocité, très en vogue dans le territoire de l'Ouest, notamment en termes de compensation foncière, etc. Oui, je crois qu'on a besoin vraiment de penser les territoires dans leur globalité, en termes de territoires de vie, de bassin de vie. C'est pour ça que les territoires d'industrie, c'est intéressant que ça aille au-delà des territoires administratifs classiques, parce que moi, je rejoins vraiment tout ce qu'a dit Louis Gallois sur l'envie du territoire, sur les gens moteurs, sur la beauté des paysages, sur la qualité de vie. En fait, quand on pense l'industrie, souvent, c'est logique, on essaye de trouver les facteurs, et il y en a, la fiscalité, etc., qui sont spécifiques, où on va se dire, ah mais là, c'est là, regardez par rapport aux Allemands, etc. Mais du coup, on a tendance à perdre de vue la vision globale, qui est qu'on a besoin de territoires qui vont bien. L'industrie ne va pas s'installer dans un territoire déprimé, dans un territoire sans service public, dans un territoire sans collège, parce que les gens ne pourront pas mettre leurs enfants. Et donc, il faut une politique territoriale globale, et il faut abandonner personne, malheureusement, parce que il y a 150 ans, on ne donnait pas cher de la diagonale qui va. Si on trace Cherbourg-Genève, tout ce qui était au sud, on s'en inquiétait, on se disait le poumon de la France, c'est l'Est, et c'est Paris et c'est l'Est. 150 ans après, on ne sait pas ce qu'on va faire de l'Est, on ne sait pas ce qu'on va faire du nord de cette diagonale, parce que tout se passe au sud. Qu'est-ce qui va se passer dans 150 ans? Moi, j'en sais rien, mais je sais que s'il n'y a pas un minimum de base de services publics, etc., on n'aura rien dans ces territoires dans 150 ans. Donc il faut penser ça dans une vision d'ensemble, nationale, géographique, je veux dire, et aussi, on l'a dit, sur l'ensemble de l'offre d'équipement. Et c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à... Parce qu'on a envie d'être précis, de mettre de l'argent à des endroits précis, avec des contrats très précis et des choses très précises. Sauf que, en fait, la réponse est macro, quoi. Donc c'est très compliqué. Mais oui, on a besoin de territoires. Les territoires qui vont bien aujourd'hui, c'est que la ville-centre va bien, la banlieue va pas trop mal, la grande périphérie va bien et les campagnes autour vont bien. C'est Nantes, c'est Rennes, c'est Lyon. Voilà. Et puis vous avez les territoires qui vont pas bien, c'est le nord-est, et le centre de Metz va pas bien, le centre de Nancy va pas bien, la périphérie non plus, les campagnes autour non plus. Donc on a besoin de penser à ces échelles-là et de développer des synergies entre les uns et les autres et des politiques de réciprocité. Et j'ajoute que des territoires qui ont tout pour aller bien, comme Marseille ou Nice par exemple, travaillent pas avec leurs campagnes autour et donc marchent moins bien. Donc il faut vraiment penser à l'échelle de bassin de vie assez grand quand même. Voilà. Merci pour ça, parce que là, notamment sur les derniers éléments, au-delà de tout ce que vous avez dit auparavant, et je conseille à toutes et tous de vraiment se procurer votre ouvrage sur le sujet, mais
y compris les campagnes ne sont pas toutes les mêmes et les villes ne sont pas toutes les mêmes. C'est-à-dire que lorsqu'on se réfère, par exemple, aux travaux de Laurent Davzy et les derniers sur non, l'État n'a pas laissé tomber ses territoires, sur les revenus nets bruts disponibles et les emplois industriels créés ici ou là, on a 24 métropoles, il y en a 12 qui s'en sortent, il y en a 12, c'est des villes et ça ne marche pas. Et vous avez des centres de métropole qui foirent complètement, et ça rejoint ce que vous disiez en termes de management, en termes de leadership, etc. Vous avez des centres de métropole, Marseille, Aix-Marseille, c'est Aix qui bénéficie de l'attractivité et de la création d'emplois. Bref, on pourrait y revenir, notamment parce que en termes de ruissellement, comme dans d'autres domaines, c'est pas parce qu'on a à un moment une locomotive dans un territoire que fondamentalement, la première, la deuxième, la troisième couronne vont se retrouver impactées par cela. Typiquement, Vincent Ossiou, peut-être vous entendre sur ce que vous avez envie de dire, tout simplement. Oui, alors je crois qu'on converge vraiment sur l'importance justement de l'esprit d'équipe, de la coopération entre les différents acteurs et les différentes collectivités territoriales. Et là, c'est un enjeu absolument essentiel d'arriver à mieux faire coopérer les métropoles avec leur territoire un peu plus éloigné, parce qu'on sait que c'est à la fois un enjeu absolument essentiel pour les industries qui vont se localiser plus dans les territoires ruraux dans certains cas, et également, bien entendu, sur les enjeux de la transition écologique là-dessus. Et là, c'est une responsabilité justement des régions qui, pour l'instant, malheureusement, n'est peut-être pas encore suffisamment efficace dans arriver à vraiment renforcer la coopération entre les différents niveaux de collectivités territoriales et par ailleurs en impliquant les acteurs, y compris donc les administrations de l'État central, mais aussi les acteurs privés et les associations et autres acteurs, quoi. Merci Vincent, et ça c'est d'autant plus passionnant, cette idée d'équipe collective et de logique de groupe, de filière ou de territoire. Et une petite anecdote, vous savez, souvent les hommes politiques ou les femmes politiques disent « Oui, les Allemands, quand ils vont dans un pays, les grandes entreprises, elles emmènent avec eux les PME, les PMI et les toutes petites entreprises. Ils y vont tous ensemble, alors que nous, les grandes, elles y vont toutes seules, etc. » Et j'étais invité il y a quelques années à Chengdu. Chengdu, c'est vraiment la conquête de l'Ouest chinois par l'État chinois. Il y avait Michelin qui avait ouvert. Et donc, je pars là-bas avec des élus et d'une région en particulier. Et il y avait un autre élu qui était avec nous dans les transports. Je fais, mais il est où Jean? Il dit, mais non, mais Jean, lui, il est avec la délégation de la communauté d'Aglo. Il dit, mais toi, il fait, moi, je suis avec la région. Et en fait, il y avait des délégations par collectivité locale face à la Chine, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que cette logique-là, elle est partagée, elle n'est pas propre aux entreprises. Et donc, la banque des territoires, ça vous le voyez, je pense, au quotidien, hein, les logiques de concurrence des territoires et compétition. Comment vous positionnez par rapport à ça? Zone rurale, zone plus dense, zone urbaine, campagne? Comment vous modulez vos politiques? Est-ce qu'il y a une modulation des politiques? Et est-ce que, finalement, seul le contrat est ce qui permet de moduler ici ou là les spécificités et l'agilité nécessaire? Alors, ce que je note en tout cas, c'est qu'il y a aujourd'hui, sur ce sujet-là, il y a trois priorités, en tout cas qu'on perçoit sur les territoires. Le foncier, le domaine de compétences, formation et le verdissement de l'industrie. Justement, pour éviter de parler de compétition entre les territoires, nous, on est là pour accompagner les projets. Donc, on se concentre plutôt sur les projets. Alors, une réflexion un peu bête et méchante de banquier serait de dire qu'on n'a pas un problème de financement, on a un problème de projet. Mais en même temps, c'est pas forcément vrai. Et on se rend compte que les politiques publiques comme territoire d'industrie nous permettent de nous concentrer sur les projets, notamment avec la gouvernance. On a un élu référent, un industriel référent, justement, qui sortent un peu des périmètres existants. Il y a vraiment un enjeu d'accompagner, que ce soit les opérateurs de l'État ou les régions, par exemple, des projets, et pas forcément des contrats de territoire, même si c'est très important, mais vraiment se concentrer sur les projets, sur ces trois priorités, et ce qui permet de faire avancer en fait des territoires et d'avoir des totems de projets qui permettent d'enclencher une dynamique.
Et donc nous on est vraiment là justement à l'accompagnement. On n'a pas à le dire, on accompagne plus lui que l'autre, mais on essaie de se concentrer justement dans le projet, en accompagnement, en ingénierie, dans toutes sortes de financements. Mais pour moi, c'est vraiment très important de se concentrer sur cet élément-là. Approche par projet. Pour finir, Hélène Pesquine, Louis Gallois, un mot de la fin. Oui, moi je voudrais revenir rapidement sur cette idée de co-construire la transition écologique et énergétique, environnementale, parce que, comme je le disais, il faut arriver à développer une forme de contrat de confiance entre les collectivités locales dans leurs écosystèmes locaux pour que les initiatives territoriales, quand elles émergent, soient facilitées. Et donc il faut que l'État, avec ses outils fiscaux, financiers, ses guichets, etc., ses agences et ses opérateurs, soient aux côtés d'initiatives territoriales. Mais ça veut dire, comme le disait très bien Louis Gallois aussi, qu'il faut que les collectivités territoriales se responsabilisent aussi par rapport au rôle qu'elles ont à jouer dans la réussite des objectifs nationaux et de l'engagement national vers la transition écologique. Je pense qu'aujourd'hui, on a encore un peu une difficulté à reconnaître que les uns et les autres sont partis du même projet et de la même trajectoire, finalement, indispensable vers moins de carbone, plus de sobriété, matière, eau, énergie et plus d'adaptation au territoire. Ça, c'est la première chose, mais cette coopération un peu renouvelée que je trouve, encore une fois, on commence à mettre en place avec des programmes comme les territoires d'industrie, elle doit exister au niveau local aussi. C'est-à-dire qu'une métropole qui, il y a 5 ans, dans les lois MAPTAM, NOTRe, était mise en exergue comme le territoire commandeur, la locomotive économique, etc. Depuis ces années de crise, avec notamment les questions des chaînes d'approvisionnement, le besoin aussi de se structurer dans un environnement plus proche parce qu'il faut diminuer les distances parcourues. Et ça, c'est quand même, les circuits courts, c'est quand même un changement de paradigme important par rapport au positionnement de ces grandes villes métropoles qui se positionnaient plutôt dans une échelle mondialisée et qui aujourd'hui se retrouvent ancrées dans leur territoire. C'est aussi la révélation et la reconnaissance par elles qu'elles sont dépendantes de leur hinterland, on va dire, rural ou périurbain. Et que cette dépendance, elles doivent contribuer à la faire, à la rendre efficace ou égalitaire. Et j'ai des exemples en tête, par exemple, notamment à Lyon, où le système de transport métropolitain de Lyon est en train de sortir de la métropole pour aller chercher des pôles urbains et industriels au-delà du périmètre administratif. Et c'est une initiative, notamment des élus métropolitains, que de reconnaître qu'ils sont dépendants aussi d'un territoire qui va plus loin. Et puis peut-être un dernier point dans cette logique d'interdépendance, c'est de dire que ces perspectives de transition, elles portent notamment sur la sobriété foncière, ça a été un peu dit, et puis ça va être développé dans les ateliers de cet après-midi, mais peut-être que cette nouvelle logique de faire mieux avec moins en matière foncière est un nouvel enjeu de solidarité, notamment entre des territoires qui ont du foncier, qui ont des réserves, ou qui stockent du carbone dans des forêts, par exemple, ou qui ont des réserves alimentaires ou vivrières dans l'agriculture, et des territoires qui consomment. Et peut-être que cette solidarité territoriale, elle va se développer aussi, y compris sur la transformation des ressources, dans le cadre de cette nouvelle obligation, cette nouvelle objectif de consommer moins d'espace naturel. Merci Hélène. Louis Gallois. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je voudrais peut-être dire un mot sur les grandes villes, les métropoles. L'industrie ne sera, sauf exception, n'est pas attirée par les métropoles. Parce que les métropoles, ça veut dire des logements très chers pour les employés, ça veut dire un foncier très difficile à dégager, ça veut dire aussi des contraintes. Moi, j'étais chez PSA et on a quitté Saint-Ouen parce que les camions qui alimentaient l'usine le trafic de camions devenait complètement insupportable pour les riverains. Et donc, l'industrie n'est pas forcément bienvenue dans les grandes villes, alors que les services, eux, vont aller vers les grandes villes. Il ne faut pas se faire d'illusions, les services, surtout les services modernes, vont aller plutôt dans les grandes villes. Le phénomène des startups sera au départ plutôt un phénomène de grande ville. Mais pour l'industrie, j'allais dire manufacturière, il y a une chance formidable pour les campagnes. Quand je dis les campagnes, c'est-à-dire les villes moyennes. Et je pense qu'il ne faut pas du tout qu'elles partent battues vis-à-vis des métropoles sur ce point. Les plus belles réussites industrielles actuellement, ça se passe plutôt dans les villes moyennes.
Et je crois qu'il faut que toutes les forces vives de ces villes moyennes et des régions environnantes, parce que comme vous le dites, le territoire ne doit pas être trop étroit, hein, se mobilisent. Et je partage totalement l'avis. Il y a des éléments objectifs qu'il faut créer, le foncier, les compétences, les services publics, tout le système éducatif, tout ça est absolument vital. Il y a un sujet que je n'ai pas résolu et que je ne résous pas, c'est que dans les villes moyennes, il est plus difficile de trouver un emploi pour le conjoint. Parce que le marché du travail est beaucoup plus spécifique, tandis que dans une grande ville, vous avez un marché du travail très, très diversifié qui permet que les conjoints puissent trouver un emploi. Or, ça devient maintenant un argument très fort. C'est un des sujets sur lesquels il faut que les collectivités territoriales concernées réfléchissent. À toutes et à tous, merci. On peut les applaudir.